Maëlie, Lisa, Charlotte, Ninon, Lou, Juliette ou encore Emma ont un rêve, un projet qui les fait vibrer, mais qui semblait jusqu'ici hors de portée. Et puis elles ont écouté Nouvelles Héroïnes, comme toi. Elles ont découvert des parcours inspirants, des femmes qui ont osé. Et petit à petit, elles se sont dit « Pourquoi pas moi ?» Ninon s'entraîne encore plus fort pour intégrer le club de foot féminin de sa ville. Juliette dessine sans relâche pour créer sa première collection de mode. Charlotte prépare son sac à dos pour son tout premier tour du monde. Toutes ont gagné une chose, la confiance en soi. Aujourd'hui, je suis très heureuse de collaborer avec Kiabi, qui accompagne les jeunes pour les aider à prendre confiance, à trouver leur propre chemin et ce qui les rend uniques. Et dans l'histoire que tu t'apprêtes à écouter, notre nouvelle héroïne va nous prouver qu'avec de l'audace, de la confiance et de la détermination, tout devient possible. Place à l'histoire. Nouvelles héroïnes. Quand tu as été abandonné, eh bien, ça laisse une peur immense dans ton cœur qui risque de t'accompagner toute ta vie, la peur d'être abandonné à nouveau. Et ça, c'est quelque chose de très, très compliqué à gérer. Et moi, j'ai pas eu cette blessure. Nouvelles héroïnes. En fait, ma question, c'est qu'est-ce que vous diriez à des parents ou des adultes en général qui écoutent pas forcément leur enfant ou leur adolescent quand ils disent qu'ils se sentent pas bien ou des choses comme ça? Il consiste à quoi le projet Imagine? Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Eh bien, oui, voilà, il y a telle situation. Mais si nous tous, on s'en empare en tant que citoyens et on fait bouger les lignes, on peut totalement changer et carrément faire advenir le meilleur. Je ne savais pas où ça m'emmènerait, mais quoi qu'il arrive, à l'instant T, au présent, j'avais l'opportunité de vivre une aventure. Avant de passer à ce nouvel épisode spécial avec Frédéric Bedos, prends une seconde pour respirer, fermer les yeux et te concentrer. Tu viens d'entendre le parcours d'une femme qui a traversé des tempêtes, mais aussi des paillettes. Frédéric Bedos ne parle pas pour impressionner, elle parle pour réveiller, pour rallumer quelque chose en nous. Et ce quelque chose, les élèves du collège Le Triolo l'ont senti très fort. Ils ont écouté, ils ont réfléchi, ils ont été touchés. Alors, après cette heure d'interview, ils ont eu envie de lui poser des questions, des vraies, celles qu'on n'ose pas toujours formuler à voix haute. Des questions d'adolescentes et adolescents qui se cherchent, qui doutent, mais qui ont envie de comprendre, envie d'aimer, de créer, de croire que le monde peut être beau malgré tout. Alors, à ton tour, d'écouter ces questions qui viennent du cœur. Belle écoute. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Que sont devenus vos frères et sœurs? On était donc très nombreux et aujourd'hui, si tu veux, la plupart ont des enfants, voire même des petits-enfants. Donc la famille où on était une vingtaine d'enfants, aujourd'hui on doit être 80 ou 100, quelque chose comme ça. On est aussi disséminés un peu partout. Il y en reste quelques-uns qui sont restés dans le nord de la France, mais la plupart sont un petit peu partout. Et donc voilà, donc c'est une famille très, très large. Et donc ils sont comme tout le monde, c'est-à-dire il y en a qui vont bien, il y en a qui vont moins bien, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des épreuves. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est une famille comme les autres pour ça, quoi. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai une fille qui a 33 ans. Et du coup, est-ce que vos enfants ils sont choqués de votre histoire? Est-ce que ma fille est choquée de mon histoire? Oui. Alors, comme elle a 33 ans, ça fait un moment qu'elle la connaît quand même, l'histoire. Donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'elle soit choquée. D'ailleurs, je ne sais pas exactement, qu'est-ce que tu veux dire par choquée? Tout le parcours que vous avez fait. Oui, c'est-à-dire, choquée pour toi, ça veut dire quoi? Déjà, vous avez été un peu abandonnée. Alors, j'ai jamais été abandonnée. Contrairement à la plupart de mes frères et sœurs qui ont été adoptés par cette famille adoptive et qui, pour la plupart, effectivement, avaient été abandonnés à la naissance ou un peu après, ou qui étaient d'orphelinat, etc. Moi, j'ai ma maman. Elle est décédée il y a 2 ans. Mais ma maman Jeanne, elle avait des problèmes psychiatriques, mais elle ne m'a jamais abandonnée. Et donc, c'est pour ça que je faisais les allers-retours. Tu vois, à chaque fois qu'elle était
qu'elle allait un peu mieux, je vivais avec elle. Et puis quand elle était hospitalisée, j'allais dans la famille adoptive. Et je faisais comme ça l'aller-retour. Donc, je n'ai pas été abandonnée. Et c'est une grande différence. Tu vois, je pense que mes frères et sœurs, pour la plupart, ont été marqués par cette blessure qui est quasi indélébile, qu'on ne peut pas retirer, qui s'appelle l'abandon. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as été abandonné, eh bien, ça laisse une peur immense dans ton cœur qui risque de t'accompagner toute ta vie, la peur d'être abandonné à nouveau. Et ça, c'est quelque chose de vraiment de très, très compliqué à gérer. Et moi, je n'ai pas eu cette blessure. Ça ne veut pas dire que j'en ai pas eu d'autres, mais en tout cas, je n'ai pas eu cette blessure. Mais par vos problèmes financiers et tout, est-ce que vos enfants, ils étaient choqués? Quand j'ai ma fille, à ce moment-là, je suis sortie de tout ça. Donc, elle découvre ça parce que c'est vrai qu'on a rarement l'occasion, vous verrez, peut-être vous aurez envie de poser des questions à vos parents. En tant que parents, on a rarement l'occasion de se raconter à nos enfants. Il est rare, finalement, on ne se rend pas compte, mais très souvent, on ne raconte pas notre enfance, par quoi on est passé, on n'y pense même pas, on est pris dans le quotidien, le travail, etc. Et c'est vrai que ma fille, elle a découvert vraiment les choses quand j'ai sorti mon livre, mais donc elle était déjà jeune adulte. Donc il y a des choses, je pense, qui l'ont touchée, et qui nous ont permis aussi de creuser, parce que même dans le livre, je ne raconte pas tout non plus. Il y a des choses que je garde pour moi. Et donc, on a pu en parler. C'est bien, chaque occasion que vous avez de pouvoir partager, de parler, d'échanger à cœur ouvert, c'est des moments à chérir. Hein. Ok, merci. Pourquoi ça te questionne à ce point-là, le fait que ma fille aurait pu être choquée par les problèmes financiers? C'est un peu choquant, tout votre parcours. Donc toi, ça t'a choqué alors? Ouais. Et qu'est-ce qui t'a choqué exactement? Par exemple, là, vous nous parlez alors que vous êtes passé par plein de chemins. Et donc vous avez réussi quand même. Et donc, ça te fait penser à quoi, ça? Un héros. Je suis trop fort. Arrêtez. Mais est-ce que c'est encourageant? Parce que, en fait, moi, si je le raconte, c'est juste pour ça. Est-ce que c'est encourageant? Ouais. Oui. Et donc, qu'est-ce que tu retiens de ça? Que même si on a des difficultés, faut... Tu vois, moi, j'ai coutume de dire, c'est jamais trop tard. Tout est toujours possible. Et c'est dans nos mains. Si on rêve d'un monde meilleur, c'est à nous de le bâtir. Tu vois? Merci. Et donc, effectivement, tout reste toujours possible, jusqu'au bout. Est-ce que vous aussi, vous faites comme vos parents adoptifs ou pas? Excellente question. Aucun de nous, les enfants adoptés, aucun de nous n'avons adopté d'enfants. Et donc, c'est intéressant parce qu'on vient d'une famille où, pour le coup, nos parents adoptifs ont une vingtaine d'enfants, c'est énorme. Et aucun de nous l'a fait. Et c'est là où je pense que c'est important d'avoir conscience que nous ne sommes pas tous faits pour mener les mêmes missions. Et c'est pour ça que c'est important ce moment dont je vous parle, ce moment où il faut aller à l'intérieur de soi et écouter la petite voix intérieure et sentir, qu'est-ce qui vraiment nous attire, vers quoi on se sent, là où on sent qu'on pourrait être utile. Tu vois, si on s'était pas posé la question, peut-être qu'on se serait dit, tiens, il faut adopter, il faut faire comme nos parents parce que ça a fait beaucoup de bien, etc. Or, l'adoption, c'est vraiment pas quelque chose de facile du tout. Et donc, s'il n'y a pas vraiment cet appel à vivre cette aventure humaine, il vaut mieux pas y aller, hein, parce que ça va être très, très compliqué. C'est très compliqué, même pour ceux qui ont l'appel, même pour ceux vraiment qui se sentent attirés par ça. Et donc, il faut vraiment aller vers des missions dont on sent que la récompense, parce que quelle que soit la mission que vous allez embrasser, dans quelle mission vous allez vous engager, ça va être dur. C'est toujours des épreuves, c'est toujours difficile. Mais à partir du moment où c'est ce en quoi vous croyez, vous allez vous sentir pousser des ailes, quoi. Et vous trouverez donc toujours la force de surmonter les épreuves parce que, ça vous correspond vraiment. Et vous allez trouver des solutions, vous allez faire preuve d'imagination. Vraiment, il y a tout ça qui va se mettre en route. Mais surtout, c'est que vous allez avoir la récompense dans la mission elle-même. Et donc, c'est vraiment très important de bien identifier quelle est votre mission. Après, je voudrais quand même rajouter une chose. J'ai dit, donc pas l'action pour l'action, ne vous précipitez pas et posez-vous les questions. Et si en fait, même après ce moment d'introspection, vous n'identifiez toujours pas une mission particulière, quelque chose sur lequel vous voudriez vous engager, ne vous mettez pas martel en tête en vous disant « oh là là, c'est pas bien ».
ne culpabilisez pas, etc. Ma mère adoptive, elle avait coutume de dire « le tout, c'est pas de faire des grandes choses, le tout, c'est de faire des petites choses, mais avec un grand amour ». Vraiment, le message que j'essaye de faire passer avec le projet Imagine, c'est d'abord un message d'amour. C'est-à-dire que chacun de nous, on rêve d'un monde de paix, d'amour, où vraiment on vit ensemble, un monde humain. Mais si on veut un monde humain, il faut déjà s'humaniser soi-même. Et de même, si on veut un monde de paix, il faut déjà se pacifier soi-même. Vous voyez, comment est-ce qu'on va être porteur de paix si c'est le chaos à l'intérieur et si on est toujours en pétard? Vous voyez? Donc, quoi qu'il arrive, il faut commencer par là. Et c'est le meilleur service que vous puissiez rendre au monde. C'est-à-dire qu'en fait, chacun de nous, les progrès qu'on fait à l'intérieur de nous élèvent le monde, changent complètement l'atmosphère du monde. Chacun de nous, chaque pas que nous faisons à humaniser nos vies, à être beaucoup plus en paix, à être plus ouverts, eh bien, nous changeons le monde de manière très concrète. Donc, c'est ça qu'il faut travailler. C'est d'abord cette manière d'être au monde. Et vraiment, je le dis souvent, on a l'impression comme ça qu'on est chacun séparés les uns des autres. Quand je parlais de l'esprit de famille, alors ma famille avant, puis on verra pour les autres, comme si le sort des autres ne nous importait pas. Mais la réalité, c'est que nous sommes une seule et même famille en tant qu'humains, en tant qu'humanité. Et donc, ce qui se passe chez l'un et chez l'autre a des conséquences pour nous, qu'on le veuille ou non, et qu'on le voit ou non, qu'on en ait conscience ou non. Et c'est là où je dis aussi, la manière dont nous regardons l'autre, le regard qu'on pose sur l'autre, va l'élever ou va le diminuer, va le faire sentir très très mal ou va lui donner des ailes. Et de même, le regard qu'on porte sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, vraiment, il y a beaucoup de questions déjà à se poser sur de quel visage j'offre au monde, quel regard je vais porter sur l'un, sur l'autre. Le monde change et se transforme à la lumière de ça. Le monde est à l'image de ce qui est dans nos cœurs et dans nos esprits. Alors, il y a beaucoup de taf, hein. Il y a beaucoup de travail à faire. Donc, chacun de nous. Et c'est ça qui compte plus encore que la mission. C'est avec quel amour on fait cette mission. Et c'est un chemin sans fin, hein. En fait, ma question, c'est qu'est-ce que vous diriez à des parents ou des adultes en général qui écoutent pas forcément leur enfant ou leur adolescent quand ils disent qu'ils se sentent pas bien ou des choses comme ça? C'est vrai que je pense que beaucoup de parents ne préfèrent pas voir quand leur enfant est vraiment dans une grande angoisse, parce que c'est difficile. Je pense que beaucoup de parents peuvent se sentir coupables de voir que leur enfant se sent pas bien, alors qu'en fait, c'est pas forcément eux qui en sont responsables. Et puis, quelle importance en réalité. Ce qui compte, c'est effectivement de se sentir accueilli dans sa réalité, dans la réalité du moment. À ce moment-là, je suis en joie, accueillez ma joie. Mais à ce moment-là, je suis angoissée, accueillez mon angoisse. Mais c'est vrai que pour le parent, c'est pas toujours simple. Peut-être aussi parce que les parents aussi sont souvent angoissés. Vous savez, la période qu'on vit, elle est angoissante pour tout le monde, en réalité. Et donc, avoir conscience de ça. Pour l'enfant, ça veut dire aussi, ça va être un des premiers moments où il réalise la fragilité de ses parents. Parce qu'on a tendance, en tant qu'enfant, à penser que nos parents, voilà, ils ont un côté un peu tout-puissant. Quand on est bébé, voilà, c'est eux qui prennent soin de nous. Et donc, on a l'impression que... Et l'enfant, il a cette confiance aveugle dans ses parents. Et puis, petit à petit, il va se rendre compte, au fur et à mesure qu'il va grandir, que ses parents ont des limites, eux aussi peuvent avoir leur caractère, etc. Enfin, il y a toute cette découverte qui va de part et d'autre. Et donc, c'est pas simple. Et donc, c'est vrai que, voilà, si j'avais des parents en face de moi, c'est vrai que j'aurais vraiment tendance à leur dire, mais vraiment, parlez avec vos enfants et parlez avec eux pour les écouter, mais aussi pour, en toute humilité, vous révéler aussi à eux. Au-delà des masques que l'on porte, qui sont des masques assumés, ou des masques dont on n'a pas conscience. Parce qu'en fait, dans la société, on vit tous avec des masques. On n'a pas la même tête quand on se lève le matin et qu'on est en chaussons, etc. On ne va pas à l'école comme ça. Et on va pas... Vous voyez ce que je veux dire? À chaque fois, on va mettre l'accoutrement, presque le déguisement qui va avec le moment. Mais ça fait partie de la vie sociale. Puis après, il y a vraiment le masque du mensonge. Et ça, c'est là où ça va le plus loin. Donc, comment réussir à être authentique tout en restant sociable? Et donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut travailler en permanence.
Mais avoir ce discours de vérité, surtout dans l'endroit du refuge, celui de la famille, c'est vraiment important. Mais ce n'est pas si simple. Donc, si jamais vous avez des angoisses et que vous sentez que vos parents n'arrivent pas à vous écouter ou ne prennent pas le temps, ne les jugez pas, ne leur en voulez pas, ne soyez pas en colère contre eux et essayez d'attirer leur attention justement avec énormément d'amour pour dire « Tu sais maman, tu sais papa, j'aimerais te parler, je suis angoissée mais je sais que c'est pas forcément de ta faute, mais je voudrais en parler. » Il faut réussir à trouver ce cadre qui fait qu'on peut avoir ce canal de communication, quoi, qui fait qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de colère, mais on doit pouvoir dire sa tristesse, on doit pouvoir dire qui on est à l'instant T, de manière authentique. Autrement, c'est dur. Hein. Et si jamais vos parents n'y arrivent pas, alors soutenez-vous entre copains et copines. Hein. Moi, dans ma famille adoptive, entre frères et sœurs, incroyable. Heureusement qu'entre frères et sœurs, on se soutenait, on se parlait, on se confiait. Ça a été sans doute vraiment... Mes parents adoptifs ne pouvaient pas faire des miracles non plus. Si nous, entre frères et sœurs, on n'avait pas réussi à s'accueillir, à s'entendre, à se confier, je pense que ça n'aurait pas marché. Vous êtes les gardiens les uns des autres. Vous êtes les gardiens les uns des autres. Quelle belle mission, ça commence par là. Il consiste à quoi le projet Imagine ? Ah, mais quelle bonne question. Mais merci beaucoup pour cette question. Alors, c'est une ONG qui a une devise qui dit « de l'inspiration naît l'action ». L'inspiration, en tant que journaliste, j'essaye, avec des films, mais aussi avec des émissions de différents contenus audiovisuels, etc., j'essaye d'éclairer les grands enjeux du monde, mais de manière constructive. C'est-à-dire ne pas faire en sorte d'en parler que de manière tragique, dramatique, qui réveille les peurs. Pour autant, ne pas raconter comme si c'était des histoires de bisounours où tout va bien. Non, il faut regarder les problèmes bien en face, et il y en a des problèmes aujourd'hui, mais je préserve l'espérance. Une manière constructive de regarder les grands problèmes du monde, d'informer, c'est de montrer qu'en fait, eh bien, oui, voilà, il y a telle situation, mais si nous tous, on s'en empare en tant que citoyens et on fait bouger les lignes, on peut totalement changer et carrément faire advenir le meilleur. Donc, ça montre que dans le futur, on peut tout à fait imaginer que ça va aller mieux. Donc, on garde l'espérance. On va dire la réalité d'aujourd'hui et on va se projeter dans, nous, en tant que citoyens, comment on peut s'organiser pour faire en sorte que ça aille mieux. Une fois qu'on a envie, que les gens ont envie effectivement d'agir, eh bien, il faut les accompagner dans cette culture de l'action, cette culture de l'engagement, cette culture de la paix. Et donc là, on passe au pôle action, de l'inspiration naît l'action. Et donc, nous avons des programmes dans les écoles, dans les universités, dans différents secteurs, même pour les salariés dans les entreprises, par exemple, des programmes qui se déploient tout au long de l'année et qui vont permettre à chacun de faire cet effort d'introspection, de se poser des questions existentielles vis-à-vis du monde. Quelle est ma place dans le monde ? Comment je peux agir, moi, mais aussi avec mes camarades ? Et donc, peu à peu, eh bien, par exemple, dans les classes, dans les écoles, eh bien, on va peu à peu s'engager pour telle ou telle cause, une cause qui a été choisie par la classe entière, et on va mettre en place un projet solidaire qu'on va véritablement, de manière très concrète, faire ensemble. Et donc, c'est vraiment comment on découvre tout un apprentissage de l'engagement, de comment on peut se sentir utile, comment on peut changer la donne et comment on peut se projeter dans son avenir en tant qu'adulte citoyen responsable qui peut véritablement changer le monde. Pourquoi vous avez accepté la proposition de l'Américain au lieu de continuer votre rêve d'égyptologue ? Il se trouve qu'en fait, au moment où l'Américain vient à ma rencontre, ça faisait donc déjà pas mal d'années que je faisais ces études d'égyptologie. Et quelque part, j'avais donc déjà réalisé une bonne partie de mon rêve, en fait. Et je sentais que je commençais un petit peu à patauger. Et c'est marrant parce que vraiment, le timing a été dingue. C'est-à-dire qu'au moment où ce monsieur vient à ma rencontre, j'étais en train de me dire que j'avais envie maintenant de partager mes connaissances. J'avais vraiment une envie de pouvoir communiquer avec les gens, être dans
dans ce rapport avec les gens qui m'entourent, parce que mes études, elles consistaient beaucoup à être dans les bibliothèques, le nez plongé dans des livres très poussiéreux. Il y avait un côté, je faisais des hiéroglyphes, du hiératique, du démotique, tu vois, des langues mortes. Toutes ces choses qui, quelque part, m'enfermaient un peu par rapport au monde d'aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, etc. Et j'ai senti que j'avais un peu fait le tour. Et donc, c'est venu au bon moment. Même si j'y avais jamais pensé vraiment, il se trouve que pour payer mes études, vers la fin, quand j'avais déjà pas mal de connaissances, j'avais construit une conférence sur l'Égypte ancienne que je donnais dans différents, alors, soit dans des écoles, etc. Enfin, même dans des maisons de retraite, je me souviens, je donnais des conférences sur l'Égypte ancienne. J'avais été acheter des diapositives. Vous connaissez plus ça maintenant, mais il y avait des diapositives et tout. Et je montrais comme ça les diapositives. Donc, en fait, j'avais vu que je savais communiquer avec les gens. Et j'aimais ça. J'aimais parler avec les gens. Et donc, d'un coup, se retrouver dans l'univers médiatique, la télé, etc., ça me donnait l'occasion de pouvoir effectivement être dans cet échange. Donc, c'était une nouvelle aventure. En réalité, je pense que la chose à retenir, c'est ça, c'est que je pense que j'avais eu une enfance tellement empêchée, j'étais empêchée de tant de choses, que ça m'a donné un élan vital vers vivre des expériences. Parce que la vie, c'est ça qui est fou, c'est que la vie, c'est d'abord et avant tout une aventure. Et c'est quelque chose que peu à peu, nous perdons, ce goût de l'aventure, parce que nous sommes dans une société qui nous vend, et je le dis nous vend vraiment, c'est commercial, nous fait acheter un semblant de sécurité, un modèle de confort. Parce que voilà, c'est un business en fait. Et à force de vouloir acheter ce mode de vie confortable, eh bien, on devient peureux. On perd ce goût de l'aventure, de l'audace. Alors qu'en fait, c'est dans les moments d'audace qu'on se sent vraiment vivant. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, je ne vous dis pas pour autant de faire des trucs dangereux tous les jours. Ce n'est pas du tout ça que je dis. Il ne faut pas être tête brûlée. La vie, c'est précieux et il faut la respecter, la protéger. Mais de là à juste s'enfermer et rester dans des fauteuils où on s'enfonce, ce n'est pas ça la vie non plus, quoi. Donc, vous voyez, j'ai eu une opportunité, je l'ai saisie. Mais en ne me disant pas que ça allait m'emmener... Je ne savais pas où ça m'emmènerait. Mais quoi qu'il arrive, à l'instant T, au présent, j'avais l'opportunité de vivre une aventure. Et ça, c'est chouette. Donc voilà, réussir à trouver votre chemin aussi pour continuer que votre vie soit passionnante. Parce qu'en fait, la vie, c'est passionnant. Même s'il y a des hauts et des bas, même s'il y a des moments d'épreuve, la vie, c'est passionnant. Ma question, c'est qui la personne la plus célèbre que vous avez interviewée ? Alors, je vais te dire, j'ai interviewé des gens tellement célèbres qu'ils sont tous... je n'aurais pas faire la hiérarchie. Madonna, Coldplay, Justin Timberlake, je sais pas, tout plein, ouais. Ma question, c'est qu'est-ce que vous en pensez du monde d'aujourd'hui ? Il y a du challenge, hein. Il y a du défi. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je sais pas trop, un monde un peu trop monotone. Pour toi, c'est monotone. Donc, oui. Tu t'ennuies ? Oui, beaucoup. Ah, intéressant. Qu'est-ce que ça génère en toi ? De la peine. De la peine. Donc, toi, tu n'es pas tellement perturbée par l'angoisse ou la peur ? Non. C'est plutôt l'ennui. Pour moi, ce n'est pas du tout l'ennui, mais c'est très intéressant, je trouve, ce que tu dis, parce que ça veut dire qu'il y a plein de choses qui ne résonnent pas en toi ou qui ne t'attirent pas. C'est ça un peu, hein ? Ouais. Moi, tu vois, je trouve que ce que m'inspire ce monde aujourd'hui, c'est un monde un peu chaotique. Mais en même temps, et c'est mon ressenti à moi, hein, je le trouve assez passionnant parce que je vois qu'il y a le pire comme le meilleur qui sont en même temps. Et donc, j'essaye de faire partie de ceux qui combattent pour faire que le meilleur l'emporte, quoi. Enfin, c'est ce que j'espère. Et selon mon critère et selon ma vision, c'est comme ça que je le vois. Voilà, parce que on gagnera cette bataille que si on est très nombreux à embrasser ça. Mais le danger, il est vraiment là. Mais tu vois, en même temps, c'est tout à fait typique des époques de mutation. On est vraiment dans un monde en mutation. Donc un monde qui se transforme, qui est dans une bascule. Et donc l'ancien monde n'est pas encore mort, et donc il est encore là et il essaye de se faire entendre parce qu'il ne veut pas disparaître. Et le nouveau monde est en train d'arriver, et comme il est encore plein d'inconnus, eh ben, il angoisse beaucoup de gens. Et donc, voilà, il y a tout ça. Donc, c'est passionnant parce que tout est
tout est là et c'est très... Il se passe plein de choses chaque jour. Et en même temps, voilà, il y a des dangers, mais aussi des opportunités. Et donc, il faut être très vigilant. Selon moi, il faut être très vigilant pour se saisir toujours des opportunités. Moi, toute ma vie, elle s'est faite comme ça, en saisissant les opportunités. Le projet Imagine, j'ai Muriel qui est là au premier rang, qui est la déléguée générale du projet Imagine, qui est vraiment au quotidien à mener cette barque. Et vraiment, ah oui, on peut l'applaudir, je suis d'accord. Vraiment. Et en fait, c'est vrai qu'on se le dit souvent, le projet Imagine, il se fait aussi avec les opportunités. C'est des rencontres, c'est d'un coup, il se passe quelque chose. Et donc, sans arrêt, il y a une plasticité du projet Imagine qui permet de s'adapter à la nouvelle donne, quoi. Et vraiment, aujourd'hui, il faut s'adapter. Et donc, ce que je trouve très intéressant pour toi, c'est que toi, il y a cet ennui qui génère de la peine. Ce qui veut bien dire que, justement, ça veut dire sans doute... Et peut-être que je suis à côté de la plaque. Je te fais juste ce que ça m'inspire. Je me dis, cette peine, c'est sans doute parce que, justement, tu n'as pas l'impression qu'il y ait les opportunités à saisir pour toi. En tout cas, ça passe visage-là pour toi, on dirait. Et du coup, est-ce que tu dirais que ça t'empêche de te sentir vraiment vivante ? Oui, ça m'empêche un peu. Alors, tu vois, c'est ça qui est beau. C'est qu'en fait, je pense que tu peux être vraiment en gratitude vis-à-vis de cet ennui. Parce qu'en fait, tu vois, cet ennui, il vient te donner le signe que ça ne va pas, que ce n'est pas à la hauteur, que tu dois aller viser plus haut. Tu vois, si tu n'avais pas cet ennui, tu pourrais t'en contenter et puis laisser la vie se faire comme ça, tu vois. Et puis tu vas vieillir tranquillement. Tu vois ce que je veux dire ? Et non, il y a quelque chose qui te titille, qui dit non, ça ne me rend pas heureuse, ça ne me rend pas en joie. Et donc, il y a quelque chose en toi, il y a ta boussole intérieure, ta petite voix intérieure qui est en train de te dire non, mais ce n'est pas là notre destin, là, il y a autre chose à bâtir. Donc, il va falloir encore plus se mettre à l'écoute parce que tu vas voir, ça va se dessiner. Si tu te mets à l'écoute, tu vas commencer à voir. C'est vraiment une vigilance pour voir, pour saisir d'un coup. Tiens, c'est peut-être plutôt vers là que je vais aller. Tiens, il y a telle possibilité. Et tant que c'est pas clair, il faut continuer d'aller creuser, continuer de se mettre à l'écoute. Parce que ce qui est fou, c'est qu'en fait, quand vous vous mettez à l'écoute, je sais, et je suis la première à le dire, ça peut paraître vraiment ennuyeux, de se mettre en silence et d'essayer d'écouter. Ça peut paraître vraiment, vraiment ennuyeux. Et en fait, c'est intense. Il y a une vie intérieure qui est intense. Vous savez, moi, j'y pense souvent maintenant, c'est de vous rendre compte que rien que notre corps, c'est un univers entier. On parle de notre corps comme s'il était unique. Notre corps, c'est des millions de cellules, des millions de bactéries, des millions de trucs ensemble qui font des trucs. Donc, en fait, il y a une vie intense. Tout ça, on peut aussi se mettre à l'écoute de tout ça. Donc, tu as un rendez-vous, il va falloir être à la hauteur de ce rendez-vous. Et donc, cet ennui te dit, non, c'est pas encore à la hauteur, là. Est-ce que ça te parle, ça ? Oui. Ouais, bof. C'est normal, tant que c'est pas là. Mais en tout cas, moi, je te le dis, je pense que c'est une chance. Que tu ne te contentes pas de quelque chose de... Tu vois ? Que tu aies soif de quelque chose de plus vivant. Je trouve que c'est plutôt salvateur, c'est plutôt bon signe. Mais c'est pas facile. Mais tout passe. J'admire beaucoup que vous ayez eu le courage et la force de surmonter tout ce que vous avez vécu, parce que moi, je ne l'ai pas. Il y a encore tout à l'heure, j'ai ma petite sœur qui m'a dit que j'étais au fond du gouffre. Et en vrai, c'est vrai. Parce que dans ma tête, le monde est horrible, les gens sont cruels, et à quoi ça sert de vivre si à la fin tu meurs ? Tu te rends compte que ce que tu viens de faire là, pour quelqu'un qui est au fond du gouffre, c'est énorme. Tu vois, tu viens de mettre des mots sur ce que tu ressens et tu viens de nous les confier. Est-ce que vous vous rendez compte que tous là, on vient de recevoir quelque chose de tellement précieux ? Tu nous fais grandir. Quand tu confies quelque chose, quand on confie quelque chose, ça veut dire que tu dis à l'autre, j'estime que tu es digne de confiance. Je peux te partager ça. Et donc rien que ça, quel cadeau. Ce que tu ressens par rapport au regard que tu portes sur le monde, je trouve ça très sain. Je trouve très étrange que beaucoup de gens aient l'air de s'accommoder du monde tel qu'il est. C'est pas normal du tout, me semble-t-il. C'est pas à la hauteur du tout. Tous les jours, on est dans une société qui nous parle de paix, de vivre ensemble, etc. Et pendant ce temps-là, on les voit préparer la guerre. Donc,
moi, je dis, vous voyez, j'ai été élevée par une maman qui était malade psychiatrique. Et elle a été humiliée, stigmatisée pour ça. Moi, je regarde le monde et je me dis, ce monde est schizophrène. Il parle de paix, etc. et il passe son temps à faire la guerre. Donc, c'est qui le malade mental là-dedans? Donc, c'est absolument normal. Si on a un cœur, si on est sensible, si on a un cœur, évidemment qu'on ne peut pas supporter le monde tel qu'il existe. Et on ne doit pas. Parce que si on le trouve supportable comme ça, alors où est-ce qu'on va trouver l'élan, l'énergie de faire bouger les lignes et de le transformer? Il faut qu'on soit révolté. Il faut que ça nous perturbe pour que ça nous donne envie d'essayer de mener ce combat pour la paix, ce combat pour l'amour. Donc, si tu veux, évidemment que les idées noires, elles peuvent vraiment nous envahir dans ce moment-là, parce qu'on se sent encore une fois tout petit face à tout ça. Et on peut se sentir très impuissant. Et en même temps, tu vois, à chaque fois, revenir à les fondamentaux. Dans ces moments-là, c'est toi vraiment de manière... Et vraiment, tout ce que je dis là, c'est valable pour nous tous, parce qu'on a tous des moments comme ça. Donc vraiment, à ce moment-là, avec volonté, de manière volontaire, volontairement, tu dois dire maintenant stop. Tout ça, je le sais. Et maintenant, je fais barrière à ces idées noires parce qu'elles viennent grignoter toute ton énergie, elles viennent grignoter toute ta lumière, tu vois. Donc, il y a un moment, elles ne peuvent pas prendre le dessus. Donc, c'est volontaire, tu vois. Et effectivement, pour faire émerger cette lumière, elle est à l'intérieur. Parce qu'en fait, tu vois, ce qui te révolte se base sur une évidence qui est à l'intérieur de toi. Cette évidence de la vie, cette évidence qu'on est ensemble, tu vois. Et donc, il faut se raccrocher à ça. Donc, c'est vraiment ce mouvement de va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur. Chaque fois que l'extérieur devient trop agressif pour toi, tu dois retrouver ta lumière intérieure, revenir à l'intérieur. Donc, tu ne perds pas tes convictions, tu ne perds pas le réalisme avec lequel tu regardes les choses, mais par contre, essaye aussi de te nourrir de sources d'inspiration qui vont te redonner espérance, énergie. Et pour le coup, je ne voudrais pas faire ma pub, mais le projet Imagine. Hein. Si tu vas sur le projet Imagine, tu vois, on a fait des portraits de héros humbles, des hommes et des femmes qui, comme toi, se révoltent de voir les choses telles qu'elles sont. Et à un moment, eh bien, ils vont identifier une cause, quelque chose sur quoi agir. Ils vont remonter les manches et ils vont agir. Et quand tu vois ce qu'ils arrivent à faire, et c'est pas des gens riches, c'est pas des gens, tu vois, et ils arrivent pourtant à faire des choses vraiment miraculeuses, incroyables. Et donc, ça va te redonner la pêche. C'est très important que tu trouves des sources d'inspiration qui te montrent que, encore une fois, c'est pas trop tard, tout reste possible. Et n'oublie pas, voilà, tout ce que tu vas réussir à générer en toi va éclairer le monde et va véritablement rejaillir autour de toi. Donc, c'est pas forcément des grandes choses spectaculaires. On s'en fiche de ça, du spectaculaire. Ce qu'il faut, c'est de l'authentique. Et donc, l'amour et la lumière qu'il y a en toi, il va falloir la cultiver pour qu'elle rayonne et que non seulement elle te fasse remonter, mais aussi elle encourage tous ceux autour de toi. Et donc, c'est normal ce que tu vis. Normal. Merci. Merci à toi. Merci à toi. On va clôturer, je vois les signes. J'ai coutume de dire sur le podcast Nouvelles Héroïnes qu'en fait, on est déjà tous les héros de notre propre vie. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux, à penser à quelque chose qui vous a marqué pendant cette interview. Et à la sortie, sur la petite table là-bas, vous avez des cartes d'inspiration avec des citations de Frédéric, notamment de l'inspiration naît l'action. Et je vous invite à en prendre. Il y a 2 cartes. Et je vous invite à prendre ces cartes postales, à écrire une idée, quelque chose que vous retenez de cet entretien et à le garder précieusement sur votre bureau, dans votre sac, chez vous. Et voilà, et d'y repenser demain, dans quelques jours, et de la garder auprès de vous. Je remercie le collège Le Triolo. Merci à vous pour vos questions. C'était super. Bravo à vous. Bravo à tous. J'étais très honorée. Vous êtes le premier collège à intervenir sur le podcast. Pour moi, c'est une grande fierté, un énorme honneur. Et merci à mon invité Frédéric Bedos. Merci à toi, Céline. Et merci à la Fondation Kiabi qui nous a accueillis dans cet auditorium. Merci à vous. Au revoir. Nouvelles héroïnes. Et voilà,
Les questions ont été posées, les réponses ont été données avec le cœur, toujours. Il y a eu des silences, des sourires, parfois des frissons et surtout beaucoup d'émotions. Parce qu'écouter Frédéric Bedos, ce n'est pas juste apprendre quelque chose, c'est ressentir, c'est regarder la vie autrement, même un tout petit peu. Alors si tu repars de cette rencontre avec une idée en tête, une phrase ou juste l'envie d'agir à ton échelle, garde-la précieusement. C'est ça, être une héroïne de l'ombre. Je te souhaite qu'une étincelle reste. Merci aux élèves du collège Le Triolo. Merci à Frédéric Bedos pour sa présence vraie et lumineuse. Et merci à la Fondation Kiabi d'avoir rendu possible cette rencontre. Et merci à toi d'avoir écouté. À bientôt par ici pour une nouvelle histoire. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.